Alors, nous allons écouter maintenant Cécile Maïchak, psychopédagogue, créatrice du Doctoton et puis ensuite d'Osumani, sur le sujet les apprentissages faits par les enfants dans le cadre de cette crise sans précédent. À toi, Cécile. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci à toutes et tous d'être là, d'être encore là à cette heure-ci, plein d'énergie. C'est un peu difficile de passer après Nicole Delépine parce qu'elle a de l'énergie à revendre. Alors après, il faut être à la hauteur. Hein. Attention. Hein. Je vais essayer de vous garder éveillé. Au moins. Donc oui, j'ai eu envie de vous parler de l'école. Donc je suis psychopédagogue, c'est un petit peu mon domaine. Donc j'ai eu envie de vous parler de ça. Et j'ai fait un préambule en 3 points avant d'entrer dans la matière. Donc je vais vous présenter d'abord ces 3 points. Le premier point de ce préambule va être le premier rôle de l'école. Ensuite, je vais un peu vous dire comment on apprend tout compte fait, de la petite enfance à l'âge adulte, comment on apprend. Et puis, je vais vous parler des étapes de l'apprentissage. C'est Maslow qui a fixé ça, qui a conceptualisé ça. Alors, le premier rôle de l'école, ce pourquoi les parents se décident à inscrire leurs enfants à l'école, même s'ils préféreraient les garder chez eux par amour dans un premier temps, et puis pour leur apprendre vraiment ce qu'ils ont envie de leur apprendre. Ce qui vraiment va pousser les parents à un moment à inscrire leurs enfants à l'école, c'est la socialisation. C'est le tout premier rôle de l'école. Il y a d'autres lieux qui sont là pour ça, hein, la famille aussi bien sûr, le travail ensuite, le sport, sont des lieux où les enfants et les adultes vont apprendre des codes qui vont leur permettre de s'épanouir a priori en société. Ces codes ne sont pas éternels et ne sont pas universels. Ils peuvent changer et ils bougent dans le temps. Et donc, on peut instaurer de nouveaux codes à l'école. Mais le tout premier rôle de l'école, c'est la socialisation. Donc, je vais vous demander de retenir ça, parce que c'est important pour ce que je vais dire après. Quand vous voyez ce qu'on leur a fait pendant 3 ans, c'est troublant, hein, cette première donnée déjà, toute simple. Alors, si ça veut bien fonctionner... Ah, voilà. Alors, ensuite, le deuxième point du préambule, c'est la manière dont nous apprenons. Donc, de la toute petite enfance et même encore à l'âge adulte, on apprend par 3 moyens majeurs, disons. La première manière par laquelle nous apprenons, c'est l'imitation. Donc, on refait ce qu'on voit. On observe et on refait, on observe un geste et on le refait, on observe quelqu'un qui dit quelque chose et on recommence. C'est une des plus grandes manières pour nous d'apprendre. Une deuxième manière d'apprendre, c'est la répétition. Donc, c'est pas pour rien si quand on apprend une pièce de théâtre, on dit on va répéter. C'est pas pour rien non plus si quand on fait une bêtise à l'école, on nous fait copier 100 fois, je ne ferai plus cette bêtise à l'école. C'est une répétition. Pardon ? On nous faisait copier. Et c'est pas pour rien si quand on copiait, parce que je sais pas vous si vous en avez eu, mais moi, j'avoue, j'en ai quand même eu quelques-unes. J'écrivais je, ne, ferait. Et ça, évidemment, ça ne ratait pas. On le voyait. Et du coup, on se faisait sonner cloche. Parce que l'idée, c'était de répéter pour enregistrer. Pas de répéter pour répéter. Et dans un film comme celui d'Harry Potter, dans un des derniers films d'Harry Potter, on voit qu'à un moment, l'institutrice, pour punir ses élèves, leur fait répéter une phrase en l'inscrivant sur leur peau, en la grattant sur leur peau. Là. C'est de la scarification. Et ça aide encore un petit peu plus à apprendre, parce que c'est l'expérimentation qui inscrit ce qu'on mémorise dans le corps. Et dans les faits, quand on expérimente quelque chose, ça a une profondeur supplémentaire dans l'apprentissage. C'est plus seulement la mémoire, c'est aussi la mémoire uniquement le cerveau, c'est aussi la mémoire du corps qui est imprégnée par ce qui est appris. Donc ça a une profondeur supplémentaire d'expérimenter les choses. D'ailleurs, on dit que quand on entend un enseignant, donc quand on utilise un seul sens
on retient par exemple 30% de ce qu'il nous raconte. Quand en plus il projette des slides comme ici, on va retenir par exemple, je sais pas moi, je ne sais plus par cœur, mais bon, disons 60%. Et quand en plus on fait faire des exercices, là on atteint des 80-90% de mémorisation, parce que c'est aussi, ça passe aussi par le corps. Donc c'est important le fait que ça passe par le corps. Vous voyez ce à quoi je fais allusion. Bah tiens. Alors, et le PCR. Alors, je vais vous montrer là si ça fonctionne. Je vais vous montrer une petite vidéo. Elle est très courte, c'est 7 secondes, je crois. S'il faut, je la repasserai. J'espère que je pourrai. Mais regardez bien ce qui se passe là, si ça fonctionne, bien sûr. Papa. Dis papa. Papa. C'est extraordinaire. Il n'y a plus rien à dire. Voilà, je vous ai fait une démo, l'imitation, comment ça se passe. Dans le Doctoton spécial enfant qui a eu lieu en janvier 2022, il y a une pédiatre qui a expliqué qu'un petit enfant sourd qui avait jeté ses oreillettes dans la soupe, donc est venu la voir, et, enfin avec sa maman, c'était un petit bébé, 21 mois, et à un moment, l'enfant lui a arraché le masque du visage. Elle devait le porter et il lui a arraché le masque parce qu'il ne comprenait rien du tout, quoi. Et donc son réflexe a été de le faire. Donc voilà, imitation, répétition, expérimentation. Donc on voit l'impact que ça peut avoir sur les enfants, et clairement dans le Doctoton spécial enfant, c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti, ça, les retards d'apprentissage de langage, etc. Donc ça, c'est le deuxième point de mon préambule. Et le troisième point du préambule, ce sont les étapes de l'apprentissage. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais je vais faire un petit exercice. Alors, je demanderai à ceux ou celles qui ont connaissance du domaine. Non, il n'y a pas de mauvaise blague. Rien de... Peu importe. Donc, je demanderai à ceux et celles, parce que moi, je vais le faire. Ça, je vais continuer. Donc, il ne faut pas m'arrêter. Ceux et celles, pour moi, c'est comme ça. Donc, qui ont connaissance... Non, ce n'est pas une soumission. Et sûrement pas une soumission ici dans la pièce. Donc, à ceux et celles qui ont connaissance du domaine dont je vais parler maintenant, de ne pas réagir, si c'est possible, parce que je vais m'adresser a priori aux personnes qui n'ont pas connaissance de mon sujet. Je voudrais savoir ce que vous pouvez me dire sur le casse-noix moucheté. Est-ce que quelqu'un a entendu parler avant maintenant du casse-noix moucheté? D'accord. Saviez-vous, avant que je vous en parle, que vous ne connaissiez rien du casse-noix moucheté? Non. Avant que je vous en parle, vous ne saviez pas que vous ne connaissiez rien du casse-noix moucheté. Vous le savez parce que je vous en parle. Avant que je vous en parle, vous êtes dans la première étape de l'apprentissage, qui est « je ne sais pas que je ne sais pas ». Ça s'appelle la compétence inconsciente, on appelle ça aussi comme ça. Donc c'est la toute première étape quand vous commencez un apprentissage. Tous, vous arrivez partout où vous allez apprendre quelque chose. Vous êtes à cette étape-là. Vous ne connaissez pas l'étendue de ce que vous ne savez pas. Un exemple qui va peut-être vous parler, c'est vous allez voir un notaire, par exemple, pour parler d'immobilier, il vous fait toute une présentation de textes de loi dont vous ne comprenez pas la moitié, et à la fin, il vous dit « Avez-vous des questions ?» Devrais-je avoir des questions? Ou quelles sont les questions qu'on vous pose, maître? Parce que vous ignorez l'étendue de ce que vous ne savez pas, d'accord? Quand vous prenez conscience que vous ne savez pas des différentes choses à un sujet précis, comme par exemple le casse-noix moucheté, je suis sûre que vous êtes impatient de savoir ce qu'est le casse-noix moucheté aujourd'hui, maintenant. Alors qu'il y a quelques secondes, vous ne saviez pas du tout ce que c'était. Donc c'est l'étape 2 qui est « je sais que je ne sais pas ». Donc je suis conscient qu'il y a des choses que j'ignore. Et quand vous en êtes là, vous êtes prêt à apprendre. Quand on arrive à l'école et qu'on dit « il y a un méchant virus tout nouveau qui vient de sortir et qui va tuer tout le monde », avant qu'on le dise, tous les étudiants ne savent pas qu'ils ignoraient quelque chose à ce sujet-là. Quand on arrive avec ce sujet en disant « attention, ça va être très très grave », ils sont prêts à l'apprentissage. Ils sont ouverts à apprendre de nouveaux codes, de nouvelles choses, de nouveaux éléments.
D'accord, c'est valable pour tout. Hein. Quand on vous dit vous allez apprendre à conduire, vous montez dans la voiture, vous ne savez pas l'étendue de ce que vous ne saviez pas. Puis quand vous commencez à conduire, vous dites oula, oui, effectivement, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Puis quand vous apprenez, au fur et à mesure que vous apprenez, ce que ça donne, c'est maintenant je sais que je sais. Donc je suis conscient de ce que j'ai appris. Si par exemple c'était dans un bouquin, vous avez lu un livre d'Ariane, vous dites « Ah, mais moi j'ai vu ça, et c'est Ariane qui l'a écrit, je me souviens, telle page, tel bouquin, etc. » Vous le savez, quand vous étiez à l'université, vous pouviez vous dire « cette donnée-là, je l'ai apprise avec tel prof dans tel cours, et aller rechercher ça dans le syllabus, etc. » Vous savez que vous savez, vous êtes conscient de ça. Et puis l'étape d'après, quand vous pratiquez ce que vous avez appris, vous arrivez à l'étape 4 qui est « je ne sais pas » ou « je ne sais plus que je sais ». Et ça, c'est ce que vous avez intégré. Et vous l'avez tellement bien intégré que vous ne pouvez plus mettre de mots dessus. Alors, moi, j'ai donné des formations en entreprise pendant un temps. Je formais notamment des formateurs. Par exemple, quand en entreprise, on a des personnes qui sont très, très, très compétentes parce qu'il y a 30 ans qu'elles sont dans la boîte, on leur demande donc elles sont là. Et on leur demande de former ceux qui arrivent, donc ceux qui sont là. Mais on ne les outille pas pédagogiquement. Et donc, en fait, ils sont un peu trop éloignés pour pouvoir apprendre des choses à ce niveau-là et que eux, surtout, entendent ce qui est dit là. Et là, on entend, excusez-moi, je vais être un tout petit peu vulgaire, mais là, on entend « Oh là là, ce vieux con, il veut rien me dire ». Et là, on entend « Oh là là, ce jeune con, il veut rien savoir ». Mais en fait, c'est juste une question pédagogique. Si soi-même, on fait ce travail de remettre à la mémoire, de ramener à la mémoire ce qu'on sait, et que par ailleurs, en termes pédagogiques, juste en posant une question, comme avec le casse-noix moucheté, on fait passer les gens de cette étape-là à celle-ci, mais la rencontre est possible pédagogiquement. Et là, on peut apprendre des choses aux gens. Je vous le dis, si jamais on vous demande un jour de former des gens dans votre entreprise, voilà. Vous saurez que si vous n'avez pas fait ce travail, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc voilà, ça, ce sont les 4 manières d'apprendre. Donc, premier rôle de l'école, socialisation. Le deuxième point du préambule, c'est on apprend par imitation, par répétition et par expérimentation. Et enfin, troisième point du préambule, ce sont les étapes d'apprentissage avec 4 étapes. C'est important pour ce qui va suivre et pour comprendre comment les enfants ont pu vraiment apprendre des choses et que ça soit bien inscrit. Bien inscrit dans leur petite tête blonde ou pas. On a utilisé ça, ces connaissances-là et beaucoup d'autres, mais pour apprendre aux enfants à être de bons petits acteurs bien obéissants. Surtout pas trop réfléchir. Appliquer ce qu'on dit. Et ça a été très très bien utilisé. Alors, j'ai identifié 3 apprentissages, hors manuel scolaire, bien sûr, on n'est pas dans les manuels scolaires. Donc, j'ai identifié 3 apprentissages que les enfants ont fait pendant ces 3 ans et demi. Et dans certaines écoles, ça continue, c'est pas fini pour certaines choses. Et je vais vous présenter ces 3 apprentissages. Il y en a eu d'autres, mais ça n'est pas dans le manuel, ça n'est pas dans le programme scolaire, etc. Mais ils l'ont appris quand même. Alors, le premier apprentissage va concerner les distanciations à l'école. Donc, on est dans un lieu de socialisation, je l'ai dit en préambule, et on va leur apprendre à, surtout, se mettre bien à la distance des autres, pas trop interagir, pas jouer ensemble, dans un lieu de socialisation. Donc, pour être un bon petit citoyen, il faut quand même respecter ça. Il faut savoir, parce que j'ai repris des trucs qu'on m'a dit, j'ai regardé le doctoton de 8 heures là, sur les enfants. Bon, il faut savoir quand même qu'il y a par exemple des enseignants qui ont décidé avec des enfants de 2 ans et demi de faire la récréation pour des enfants de 2 ans et demi, chacun dans un cerceau. Il faut le savoir quand même, c'est arrivé. Alors, les choses que je vais vous dire, chaque fois je vais prendre un tout petit temps. Parce qu'en fait, on est tellement habitué à entendre des horreurs qu'on les intègre même plus. Donc, il y a des enseignants, une notamment, qui a décidé de faire passer la récréation à des enfants de 2 ans et demi dans un cerceau. Il y a une enseignante qui a, pour un enfant qui ne pouvait pas porter la muselière,
le masque. Il ne pouvait pas le porter, il avait une contre-indication. Puisqu'il ne pouvait pas le porter, cette enseignante a fait un tour à la craie autour du banc de l'enfant pour que les autres enfants n'aient pas d'interaction avec cet enfant-là. Il y a eu des enfants dans des écoles qui ont été fouillés à la sortie de la cantine pour être sûr qu'ils n'avaient pas repris de pain avec eux et de manière à ce qu'ils ne puissent pas le partager avec d'autres. Fouillés, ils étaient terrorisés en fait, les enfants, à la sortie de la cantine. Alors, je vais encore voir si j'ai une chose. Ah oui, il y a des enfants qui étaient interdits, et ça il y en a eu plusieurs témoignages dans ce sens-là, des enfants qui étaient interdits de sortir, et le terme qui a été utilisé c'est celui-là, interdits de sortir de leur enclos pendant la récréation. Et on s'étonne qu'ils ont développé des phobies scolaires. Alors, ça c'était pour le jeu, les distances, etc. Et puis alors, il y a eu les protocoles, les consignes, hein, les gestes simples. On reste à distance, on ne se touche pas, on ne partage pas, on ne se fait pas de hug. On est vraiment très isolés les uns des autres. Et donc, pour moi, un premier apprentissage qui a été fait, il y en a eu beaucoup, hein, mais un premier apprentissage qui a été fait par les enfants à l'école, c'est celui-là, s'il veut bien venir. Ah oui, pardon. Je vais trop vite. Pour être socialisé, ne soyez pas sociable, c'est ça. Voilà. Pour être socialisé, ne soyez pas sociable. Ce qui est une injonction paradoxale, et ça, c'est pas à moi d'en parler. Il y a des gens ici qui en parlent beaucoup mieux que moi. Je vois Karina qui dit oui et Ariane aussi. Mais en fait, c'est une injonction paradoxale, c'est une espèce d'ordre dont on ne sait rien faire. On peut pas. C'est impossible d'obéir à ça. C'est impossible de satisfaire à cette exigence, hein, à cette injonction. Donc ça, c'est une première chose. Si vous voulez être un bon petit citoyen, si vous voulez être bien socialisé, ne soyez pas sociable. Donc je vous rappelle que le premier rôle de l'école, c'est la socialisation. On apprend les codes pour bien s'épanouir en société. Donc voilà, ça c'est un premier apprentissage. Alors un deuxième apprentissage, c'est celui-ci. Quand ils ont fait des campagnes pour motiver les parents à injecter leurs enfants, les enfants, les adolescents, et même chez les adultes d'ailleurs, ils ont fait des panneaux comme ceci, par exemple, où on voit pourquoi on fait l'injection. Et donc là, par exemple, vous voyez, pour boire un verre, pour moi, pour être libre, pour mon voisin, pour aller bosser, pour être tranquille, pour sortir, pour ma famille, encore pour boire un verre, pour mon pays, etc. Et à aucun moment, il est écrit pour me sauver la vie. À aucun moment, ça n'est pas écrit ça, par contre. Donc vous avez tout, mais pas ça. Donc ça, c'est une chose. Et autre chose, c'est ça. Donc il y a eu une vaccination party à Nîmes. 800 jeunes ont participé à une fête, ils recevaient des lots et tout ça quand ils se faisaient injecter. Alors il y a eu aussi des trucs de génie comme celui-là. La première fois que je l'ai vu, j'ai dû m'asseoir. Oui, le vaccin peut avoir des effets désirables. Et donc, si vous vous faites injecter, vous pouvez sortir, vous pouvez aller en vacances, etc. C'est ce que les jeunes, hein, les enfants et les jeunes ont appris. C'est énorme, hein, ces affiches-là, je trouve ça énorme. Oui ? Il y en a eu aussi on voit deux jeunes qui s'embrassent, enfin, donc aussi pour les relations amoureuses, ça fonctionnait. J'avais envie de dire un truc avant de démarrer. D'abord, je vous ai remercié d'être là. Si jamais il y a des gens des renseignements généraux, je les salue aussi. Je les remercie d'être là et j'espère que vous apprenez. Voilà. Alors, ben oui. Là, ce qu'ils ont appris, c'est ça. Le divertissement est plus important que la liberté. Vous n'aurez plus rien, vous serez heureux. Le divertissement est plus important que la liberté. Ça, c'est une chose qu'ils ont appris, même les adultes d'ailleurs. Hein. J'ai quelqu'un cette semaine que je n'avais pas vu depuis plusieurs années, que je connais depuis toujours, et qui a toujours été un révolté à l'école, tout ça, enfin, comme moi. Et je lui dis, mais t'es injecté, toi ? Alors il me dit, ah bah oui, j'étais obligée. Et quoi, t'as fait une dose ? Non, 3. T'étais obligé, mais pourquoi ? Pour aller en vacances. Hein, juré. Pour aller en vacances, sans ça, je partais pas. Bon, d'accord. Il me dit, mais tu sais ce qui m'inquiète maintenant ?
J'ai dit, moi. Il dit, oui, mais tu vas me prendre pour un fou. Je dis, non, mais vas-y. Il sait pas tout ce que j'ai fait, à mon avis. Il me dit, tu vas me prendre pour un fou. Je dis, non, aucune chance. Il me dit, j'ai peur qu'on m'ait injecté quelque chose qui, à un moment, leur permette d'appuyer sur un bouton et que je meure. Donc, il sait ça. Il sait ça. D'accord ? Et il me dit, j'ai été obligée, j'ai pas eu le choix. Il continue à rester dans cette pensée-là. Donc ça a été bien intégré pour lui, qui est un adulte, hein, il a mon âge à peu près, un petit peu plus jeune. Le divertissement est plus important que la liberté. Ou même que sa vie, là, dans ce cas-là. Même que sa vie. Ça, c'est la carotte. Ça, c'est la carotte. Juste avant, on a vu le bâton, là. Là, c'est la carotte. Carotte et bâton, ça marche toujours pour faire des petits soldats. Hein. Pardon ? Ouais, c'est ça. Alors, la troisième chose qu'on a apprise aux enfants, le troisième apprentissage qu'ils ont fait, je vais vous montrer quelques photos. Ça, ce sont les mains d'un enfant de 8 ans les mains sont brûlées au 2e degré par le gel hydroalcoolique. Moi, j'ai défendu ici, il y a quelques mois, un enfant, d'ailleurs, je ne sais pas, si, il y a quelqu'un dans la salle qui a connaissance de ça, oui, il est encore là, un enfant de 13 ans qui avait des crevasses plein les mains, et 4-5 fois par jour maintenant, hein, il était obligé de mettre du gel hydroalcoolique à l'école. Il y a des enfants avec du psoriasis qui ont été obligés de mettre du gel hydroalcoolique à l'école. Alors, je vous dis pas, ils ont dégusté, hein, ces enfants-là. Quand je parlais d'inscrire dans le corps, avec les étapes de l'apprentissage, l'expérimentation, c'est pas pour rien si j'en ai parlé en préambule. Hein, ils ont appris. Hein. C'est comme dans Harry Potter. Alors, il y a eu aussi, on l'a déjà dit, j'ai déjà dit dans le premier, hein, mais tous ces adultes qui ont participé au fait d'isoler les enfants, bien faire attention, parce qu'on le disait. C'était dans le protocole. Donc le protocole a dit vous devez mettre du gel hydroalcoolique. Le protocole a dit vous devez séparer les enfants en classe. Le protocole a dit vous devez mettre le masque, dire bonjour avec le coude et mettre le masque quoi qu'il arrive, même au sport. Alors il y a des enfants. Alors là, je vous raconte une histoire vraie d'un enfant qui est asthmatique, qui va à l'école, on lui fait faire du sport, il a la muselière. Et à un moment, il s'arrête, il enlève sa muselière, et son professeur, son institut, lui dit « Remets ça, remets-la bien ». Et l'enfant lui dit « Monsieur, j'ai de l'asthme ». Et le professeur répond « Je m'en fiche ». Cet enfant pourrait mourir là, en fait, mais il s'en fiche. Sur le masque, je ne sais pas si vous le savez, mais dans les classes, il y a des enseignants qui ont instauré le jeton de respiration. Oui. Donc il y a des enfants qui avaient 3 jetons de respiration par jour et ils utilisaient leur jeton de respiration pour respirer, quand vraiment ils n'en pouvaient plus. Il y a des enfants qui faisaient tomber, par exemple, leur stylo pour pouvoir, sous la table, retirer le masque et respirer. C'est malin, hein ? Eh ben oui, mais le problème, c'est que les enseignants s'en sont rendus compte. Du coup, si tu faisais tomber ton stylo, tu n'écrivais plus de la journée. Histoire vraie, hein ? Les masques avec la buée, il y a des enfants qui étaient forcés de garder les lunettes, avec la buée sur les lunettes, sans pouvoir enlever le masque et obligés de lire, entre guillemets, dans ces conditions-là. La gourde, donc ils devaient venir avec leur gourde à l'école, dans certaines écoles, parce que pas d'accès à l'eau. Et donc, obligés de venir avec la gourde, s'ils l'oubliaient, ne buvaient pas de la journée. Bon, ça, voilà, ça dit tout. Je n'ai rien à dire là-dessus, ça me sidère. Et alors là, c'est Blanquer, c'est Blanquer, qui annonce que maintenant, c'est plus un test PCR qu'il faudra faire, mais plusieurs pour pouvoir revenir quand on a été cas contact, etc. Alors, il faut savoir que les tests salivaires, ce sont des tests PCR. Il y a plusieurs médecins dans la salle qui pourront confirmer ça, hein, moins que vous me disiez le contraire, mais un test salivaire, donc un PCR salivaire, c'est un PCR. Et donc, pour les enfants, il existe des tests salivaires. Sauf que le protocole ne dit pas ça.
Donc, beaucoup d'enfants ont subi des tests nasopharyngés alors qu'ils pouvaient faire des tests salivaires. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit « mais les parents abandonnent vite aussi » et je dois dire que c'est pas faux. Pour y aller avec douceur, c'est pas faux. Ils abandonnent vite aussi. Et c'est vrai qu'à un moment, il faut tenir, quoi. Il faut tenir quand même. Je vais voir un peu... Oui, alors je vois encore, parce que j'ai noté différentes petites... Ah oui, les enfants qui avaient 13 minutes pour manger. Donc, parce qu'il fallait isoler, séparer, donc isoler les enfants. Donc, ils avaient 13 minutes pour manger, avec un surveillant qui arrivait, qui disait « Allez, plus vite !» Les enfants étaient terrorisés à l'idée d'aller manger. Parce qu'il fallait faire passer 2 groupes plutôt qu'un. Donc, ils avaient 13 minutes pour manger. Je regarde s'il y en a encore... Ah oui, une petite. Oui, je sais, mais ça vaut la peine de le savoir quand même parce que, enfin, personnellement, je trouve qu'on en parle très peu. Très, très peu, et on a vite oublié. Une petite qui est pas bien, elle est à l'école, elle dit qu'elle n'est pas bien. Les enseignants la mettent dans la cour de récréation. Et alors, si ça peut vous rassurer, moi, j'ai entendu ça pendant 8 heures non-stop pendant l'émission. Je vous le dis. La petite dit qu'elle n'est pas bien. Les enseignants la font partir dans la cour de récréation. Elle ne rentre plus dans la classe et elle reste dehors jusqu'à ce que quelqu'un vienne la chercher. Et c'est une crise d'appendicite. Alors, ça, en fait, c'est ceci. Hein. Les protocoles annihilent toute forme d'humanité. Le protocole déshumanise. Et ça, pour moi, vraiment... il y a quelque chose, on doit faire quelque chose par rapport à ça. Et en France, plus qu'en Belgique, vous avez été préparés à ça. Les protocoles, il y a longtemps que les protocoles sont entrés dans beaucoup de domaines dans lesquels ça n'a rien à faire. Donc, un protocole, c'est fait pour éviter de réfléchir, éviter de perdre du temps à réfléchir, à savoir ce qu'on doit faire. C'est fait aussi pour que tout le monde fasse la même chose au même moment, dans les bonnes circonstances. Mais ça n'a rien à faire, comme le disait tout à l'heure Nicole de Lépine, ça n'a rien à faire dans un lieu, par exemple, de socialisation. C'est antinomique. Protocole, socialisation, c'est antinomique. Ça n'a rien à faire là. Donc je pense qu'il y aurait un beau petit travail à faire sur les protocoles, isoler vraiment cette problématique-là. Oui ? Ah. Ouais. Merci. Alors, donc tous les exemples que je donne là, mon truc à moi, c'est pas le voyeurisme, hein, du tout, hein, pas du tout. Mais je pense que c'est quand même important de le savoir parce que beaucoup de parents ont connaissance de ce qui s'est passé dans l'école de leurs enfants, mais ignorent ce qui s'est passé dans l'école de celui d'à côté, celui encore à côté, etc. Et je pense qu'à un moment, rassembler tout ce qui s'est passé, ça a quand même une utilité pour la prise de conscience et pour pouvoir aider d'autres peut-être à prendre conscience de ce qui peut arriver à leurs enfants maintenant. Voilà, donc ça, c'est ce qu'ils ont appris. Pourquoi ? Alors, personnellement, j'ai la certitude que ce qu'on a voulu leur apprendre surtout et avant tout, c'est ne pas réfléchir et obéir. Voilà, bâton, carotte, on ne réfléchit pas et on obéit. Benoît Hux a dit, on est capable de faire souffrir des enfants simplement parce que c'est la loi. C'est comme dans l'expérience de Milgram. L'intelligence, c'est être capable de désobéir. Là, on voit quelqu'un qui fait un PCR dans le nez d'un petit bébé, mais je vous jure, c'est vrai, il ne faudrait pas que je l'ai dans mes mains, cette personne-là. C'est pas possible, quoi, de voir ça. Pardon ? Pendant le Covid, pour aller à l'hôpital, il fallait des tests PCR. Ouais. Nasopharyngé, oui. Ouais. Donc voilà, oui, c'est vrai que l'intelligence, c'est être capable aussi de dire, bah oui, c'est peut-être la règle, mais là, ça ne s'applique pas, en fait. Non, là, on ne va pas le faire, c'est non. Et le courage, ça, c'est vrai. Oui. Oui, c'est ça. On regarde ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est pas moi, en effet. Ah oui. Oui, bien sûr, c'est intégré. Hein. C'est inscrit dans le corps. Hein. C'est ce que je vous disais par rapport aux étapes de l'apprentissage. C'est clair que c'est inscrit dans le corps. Alors, peut-on désapprendre ? Donc ça a été acquis, peut-on désapprendre ? Alors oui, en tout cas, pour ce qui a été appris et qui n'est pas d'ordre traumatique, on peut désapprendre. En termes pédagogiques, j'entends, pour ce qui est d'ordre
traumatiques, pardon, on peut les apprendre aussi, mais là, c'est d'ordre psychologique, c'est un autre travail, c'est pas le mien. C'est plutôt celui de mes collègues. Oui, bien sûr, il y a des parents qui demandent. Oui, oui. Alors, on en est quand même arrivé à ce qu'il y a. Je ne sais pas si vous le savez, mais en mars, à Lille, oui, dans un lycée, il y a, pendant le passage du bac, il y a un étudiant qui est tombé, inanimé, et il y avait 8 enseignants adultes dans la salle, et ils l'ont laissé par terre 20 minutes. Quand les secours sont arrivés, ils n'ont pas pu le ranimer. Et ça, le fait que les gens restent figés comme ça, ne bougent pas parce que le protocole a dit que pendant un examen de bac, c'est quand même vraiment problématique. Enfin, je veux dire, là, pire que ça, je ne sais pas si on peut faire. Donc, je pense qu'il y a vraiment, vraiment quelque chose à faire au niveau des protocoles. Je reviens là-dessus. Au niveau des individus, quand même, et j'espère bien que les questions vont être... Ah ben, c'est à espérer, oui. Alors, souvenez-vous, hein, je vous ai parlé des 4 phases de l'apprentissage. Je vais revenir à la dernière phase de l'apprentissage. Donc, je ne sais pas ou je ne sais plus que je sais. Quand un boulanger apprend à faire du pain, il sait qu'il doit mettre la farine, la levure, pas en même temps que le sel, l'eau, etc. Quand le même boulanger a fait son pain pendant 30 ans, si vous lui demandez comment faire du pain, très certainement, il oubliera de vous dire la levure, tu la mets pas en même temps que le sel. Sinon, votre pain, il pousse pas. Donc, parce que c'est intégré, ça devient une expertise. Donc, les gestes sont... Si je vous demande comment vous êtes garé, à part le fait que vous ayez toujours tourné pendant 2h30 pour trouver une place, mais comment vous vous êtes garé ici tout près si vous êtes venu en voiture, si je vous demande de le décrire, vous devrez réfléchir pour me dire comment vous avez fait. Et en fait, ce qui est intéressant avec les enfants, c'est de les aider à passer de je ne sais pas ou je ne sais plus que je sais à je sais que je sais. Les aider à remonter. Et pour ça, on peut les aider à ramener ce qu'ils ont acquis à la conscience en leur demandant d'expliciter. Tiens, raconte-moi un peu une journée à l'école. Comment ça se passe ou comment ça se passait ? Et souvent, quand on demande ça aux enfants, à un moment, ils disent « Ah, mais oui, on me demandait de mettre le masque tout le temps » ou « Ah, mais oui, on me demandait ceci ou cela ». Et donc, vous allez être surpris, et lui aussi certainement, de voir ce qui lui revient à la mémoire. Et là, vous pouvez identifier s'il y a des choses qui, juste en discutant, ok, ça passe, il a compris que c'était complètement incohérent, ou qu'il n'y avait pas de logique, ou vous allez pouvoir identifier s'il y a quelque chose qui l'a vraiment... marqué, traumatisé, parce que ça a été une véritable maltraitance pour lui, vous allez pouvoir l'identifier. Alors, quand on fait un entretien d'explicitation, ce qui est intéressant, c'est d'aller là où les choses ne sont pas dites. Donc, par exemple, oui, à l'école, on rentrait, et puis on s'installait, voilà, quoi, comme toujours. Et comme toujours, qu'est-ce que ça veut dire comme toujours ? Ou voilà, qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, là où il n'y a pas de mots, où il y a un silence, où il y a une espèce d'évidence qui s'installe, alors on va lui demander d'aller mettre les mots dessus. C'est ça un entretien d'explicitation. Alors de la même manière, donc on peut faire revenir à la mémoire ce qui a été intégré, donc en pratiquant l'entretien d'explicitation. Et on peut aussi, puisque l'enfant apprend notamment avec l'expérimentation, on peut lui ouvrir l'esprit à la découverte pour le faire passer de « je ne sais pas » que « je ne sais pas », parce que l'air de rien, il y a des choses qu'ils ont apprises, mais il y a aussi plein de choses qu'ils n'ont pas apprises de fait. De fait. C'est quoi faire un hug ? C'est quoi jouer avec les potes, avec les amis ? C'est quoi partager une pomme ? C'est quoi partager un paquet de bonbons ? Certains enfants, du coup, à l'école, ils ont été interdits de faire tout ça. Et quand on voit le zèle qu'ils peuvent mettre à l'école, on se dit, si ça se trouve, ils sont encore interdits aujourd'hui de faire ça. Comment on joue ensemble ? Comment l'approche amoureuse chez les adolescents ? Comment on fait ? Comment ça fait de serrer sa grand-mère dans ses bras ? Comment ça fait, ce que ça fait de parler entre copains, rigoler, avoir des rendez-vous. Le sport, vous savez qu'au judo, c'est pas une blague, chez nous on est amoureux de ce sport-là, et ils ont fait faire le judo dehors à 2 mètres de distance, je vous jure que c'est vrai. Hein.
C'est vrai. C'est vrai. Hein. Ils l'ont fait, ils ont réussi à le faire. Donc ce type de sport, ça peut vraiment aider. Des sports de contact, des sports de proximité comme ça. Cette expérience-là peut vraiment aider. Hein, le passer du temps avec des aînés et partager. Tout à l'heure, j'ai dit partager une pomme, mais c'est vrai, partager la pomme, elle est belle. Hein. Oui, peut-être. Sûrement. Je sais rien. Et puis alors, surtout, puisqu'ils apprennent par imitation, pour terminer, on peut leur montrer comment on fait pour réagir face à l'inacceptable. On leur montre comment on fait. Et en le faisant nous-mêmes, en disant non, en n'acceptant pas. Voilà. Donc on peut leur montrer aussi, puisqu'ils apprennent comme ça. Donc profitons-en, quoi. Voilà. Voilà, c'est ça. Quand je serai un peu épongée, parce que là j'ai chaud avec les... Mais c'est ça. Voilà. Alors moi j'ai terminé pour ma présentation. J'ai pas traîné, hein. Merci. Merci Cécile, comme toujours extrêmement claire, extrêmement percutante, et c'était très important de nous rappeler tous ces témoignages parce que ça nous inscrit aussi la réalité de ce vécu totalitaire. Je crois que les protocoles étaient très pratiqués dans l'administration nazie aussi. Hein. Il y aurait peut-être aussi des correspondances historiques à faire, il me semble. Est-ce qu'il y a des questions pour Cécile? Et ensuite, je donnerai la parole à Karina et ensuite à Virginie. Voilà. Des questions ou après? Il y a 2 questions. Cécile, tu peux peut-être passer ton micro. Et tu as un autre micro sur la table que tu peux utiliser pour répondre. Voilà. Alors, c'est vrai que, on parlait des réseaux sociaux, mais il y a des choses pédagogiques sur les réseaux sociaux. Il faut en prendre et en laisser. Je parlais sur la méthode pédagogique sur soi-même. Psychopédagogie, c'est l'autodidactie, c'est-à-dire apprendre par soi-même. Je pense qu'effectivement, il y a un conformisme et un normisme qui s'installe pitatement, une dérive totalitaire, comme vous avez dit. Je pense qu'il faut revenir, quand on rentre à la maison, déconstructurer ça, désempirer ça, et puis farcir de l'autodidactie, la psychopédagogie, quoi, avec ça. Bien sûr. Moi, j'y travaille avec ma fille, en tout cas, et il y a le dialogue aussi à respecter, et puis c'est important. Écoute. Je le reprends. Oui, pardon. C'est rien, ça. Oui, je pense aussi que évidemment, c'est vraiment important. Alors, il y a beaucoup d'enfants très favorisés, hein, certainement ici, dont les parents ont réagi au bon moment, directement. Les enfants ont pu mettre des mots sur ce qu'ils avaient vécu, et du coup, ça n'a jamais été véritablement intégré, ou en tout cas très peu. Mais c'est vrai que c'est le travail à faire, hein, bien sûr, plutôt que... C'est facile, hein, enfin, c'est facile si on veut, hein, mais laisser l'enfant auto-apprendre ou s'enfermer dans sa coquille ou autre, mais c'est vrai que ce travail-là de parents, il est essentiel. Bien sûr, c'est essentiel d'aller déconstruire un peu. C'est un peu, on est quand même dans une grosse folie. Il n'y a pas longtemps, j'ai publié un truc, j'ai dit je suis asilophobe, asile de fouphobe, j'ai dit. Mais c'est vrai, on est quand même dans une vraie folie de devoir déconstruire ce que les enfants apprennent à l'école. Bon, ça a peut-être toujours été, mais quand même là, on dépasse des bornes incroyables. Hein. Ouais. Oui, on atteint des sommets. Oui. Il y a une autre question. Cécile, tu peux utiliser le micro sur le bureau. Hein. Oui, voilà. Je vais le passer là. Alors, il y avait Joël et puis je vous le... Merci Cécile. Je voulais revenir sur l'importance de tout ce que tu as remémoré, Cécile. Et la question va être plus pour Virginie, parce qu'en fait, ces fameux protocoles, moi, il y a quelque chose qui me scandalise. Hein. Je fais partie d'un collectif Enfance et Liberté. Je suis moi-même pédagogue, sophrologue, et je reçois beaucoup de familles. C'est que les protocoles sont toujours en attente à l'école. C'est-à-dire que si on ne bouge pas, d'un claquement de doigts, on peut les remettre en fonction. Donc justement, je voulais poser la question à Virginie, à moins que tu aies déjà des éléments, Cécile, mais comment faire pour faire sauter ces protocoles qui sont en dormance et qui peuvent être réveillés sous n'importe quel prétexte? Je dirais que c'est aux parents de se lever. Oui. Parce que on peut essayer toutes les procédures. En plus, c'est devant les juridictions administratives. Vous avez vu ce que ça a donné depuis 2020. J'ai quand même des confrères. Je crois que c'est Maître Guyon qui a porté cette action.
Ce qui sort de la décision, c'est quand même que au sein de l'école, on ne peut pas contester l'attestation de non-port de masque qui est délivrée par un médecin. C'est-à-dire, on a quand même ça qui sort de cette décision, mais il n'y a pas de remise en cause du protocole. Donc, c'est ce que je dis, je n'arrête pas de dire, il faut qu'on tire les conséquences de nos conclusions, c'est-à-dire que si on dit qu'on est en régime totalitaire, il faut comprendre que tout est un peu vérolé. Mais les parents ont le pouvoir, parce qu'il y a du recul maintenant. Je comprends la sidération, je veux bien tout entendre, mais le pouvoir est entre les mains des parents, des familles. Et s'il y avait eu beaucoup plus de contestations devant les portes des écoles, de manière solidaire, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là. Alors, ce que mon confrère Rainer disait toujours, c'est qu'en ayant parlé avec des personnes de confession juive, on lui avait dit, on a laissé trop de terrain. On s'est dit, on va faire des concessions, puis ils vont nous laisser tranquilles. Et puis, ils ne les ont jamais laissés tranquilles. La problématique, c'est de laisser du terrain. Donc, c'est maintenant aux parents de reprendre leur pouvoir. Voilà. Parce qu'il sera toujours possible de contester de manière juridique, mais à chaque fois, on voit le résultat, quoi. Je voulais juste livrer un témoignage d'enseignante. Moi, j'ai refusé de porter le masque et ce sont des parents qui ont exigé que je respecte le protocole. Donc, on est en train de dire... Oui, moi j'attendais que ça, que les parents soulèvent, en fait. J'en avais ras-le-bol de ce truc. Et moi, je ne l'ai pas appliqué. Et les parents m'ont embêtée parce qu'ils voulaient que je respecte le protocole. Et c'était une maman sur toute la classe qui m'a embêtée. Donc, comment je m'en suis sortie ? J'ai dit aux parents, écoutez, si vous continuez, moi, je vais être obligée de m'arrêter. Il n'y a plus de remplaçants, donc vous n'aurez plus d'école et vous pourrez mettre le masque à la maison si vous voulez, mais moi, non. Et quand je suis revenue, j'ai eu une paix royale. Bravo. Alors, encore deux. Là-bas. Voilà. Et après, on reprendra. Ouais. Oui, je rebondis sur ce que disait madame. En fait, moi, je trouve qu'on est souvent seul. Moi, j'ai eu le cas avec mon fils d'un problème où il demandait de reporter le masque parce qu'il y avait un cas Covid, mais la loi était passée comme quoi on devait tous cesser. J'ai contacté plusieurs parents, mais j'étais assez seule. Donc, c'est parce que j'ai envoyé un mail à la directrice. Même si mon fils m'a dit non maman fais pas ça, tant pis, je l'ai quand même fait en lui disant la loi est passée, vous n'avez plus le droit d'obliger les enfants à porter le masque. Dans le mail, c'était vous êtes obligés votre enfant est obligé de venir avec un masque. Donc j'ai dû rappeler la loi et effectivement on dit non, en fait c'est pas obligatoire, mais j'étais seule. Donc, oui, bien sûr, les parents doivent agir, mais il y a tellement eu d'endoctrinement et d'hypnose que moi, je veux bien, mais à un moment donné, en plus, quand le gamin, il n'a pas envie d'être mis au banc de la classe, c'est encore plus compliqué. Voilà. Merci pour merci pour les témoignages. Non, c'est bon. Gérard sur les Antilles, et après on passe à Karine. Karina, après je me sens bien. Oui, effectivement. Nous, on a beaucoup regretté en France que les confrères, les médecins, se soient si peu battus contre des mesures qui étaient médicalement stupides d'emblée. Nous, on l'a écrit au bout de 2 jours. C'était évident que ça ne pouvait pas marcher et que c'était nocif. Donc, on était sidérés que des gens... On comprend que la population n'étant pas informée autrement que par la télévision, étant formatée, ça laisse faire, mais que des médecins qui pouvaient parfaitement savoir et qui devaient savoir que c'était stupide ne soient pas levés. Et on a bien vu la différence entre effectivement la métropole et les Antilles, où les médecins se sont battus dans les Antilles. Et le gouvernement a été obligé de reculer. Ils ont laissé la loi, mais ils ne se sont pas appliqués. Donc le combat est nécessaire, même quand on est tout seul. Et le combat paye. Pas toujours, mais souvent, beaucoup plus souvent qu'on ne pense. Merci de toute façon. Merci Cécile. De toute façon, le courage, ce n'est qu'une affaire individuelle. Et après, il y a l'imitation, si j'ai bien retenu ce que nous a dit Cécile. Donc, oui, non, mais c'est vrai. Voilà. Alors, nous allons écouter Karina Terki, psychologue clinicienne diplômée en psychologie clinique et pathologique, thérapeute EMDR spécialisée dans le psychotraumatisme et qui a exercé en psychiatrie adulte depuis
plus de 20 ans sur le sujet « Quel avenir est-il proposé aux enfants ?» Bonjour à tous. Donc moi, je n'ai pas de PowerPoint. Je suis la vieille école, un papier et la rencontre. C'est ça qui motive ma présence ici et ma pratique de psychologue clinicienne. Et très émue. Donc moi, je vais vous proposer de faire un constat clinique sur l'impact qu'ont eu les confinements et le port du masque sur le développement des enfants. Et nous verrons comment le questionnement sur le genre et la sexualité s'inscrivent dans la même logique avec les mêmes conséquences. Pour ce faire, nous allons appréhender ce qui s'est produit ces 3 dernières années, à partir de la clinique du traumatisme, à l'aide de notions que je vais illustrer, le choc traumatique, la sidération, la dissociation psychique et la dissonance cognitive. Si je vais trop vite, dites-le moi. Voilà. Donc nous allons voir comment ces mécanismes ont opéré et opèrent encore sur les enfants. Et en conclusion, nous examinerons les alternatives possibles pour sortir du traumatisme et rendre aux enfants tout ce qui leur est dû. Tout a commencé par une histoire étrange. La mort rôdait, devrais-je dire rôde, sous la forme d'un virus masculin, puis devenu féminin en l'espace d'1 an. Ici, c'est important de se souvenir parce qu'un des effets de ce qui s'est passé, c'est qu'on perd la notion du temps et on perd justement la mémoire. Et ce n'est pas sans effet et ce n'est pas anodin. Donc ici, comme je disais, s'origine la sidération traumatique par laquelle tout a débuté. Celui du choc causé par la survenue d'un danger mortel, imminent et invisible. Le temps vécu fut égrené par les confinements, les inquiétudes, les litanies de chiffres. Ce fut un temps, par définition, traumatique, car dénué de toute continuité, de toute chronologie, de toute représentation d'un futur probable, puisque nous étions sous la menace d'un risque mortel. Le traumatisme fige ainsi le temps dans un présent permanent, le futur étant inenvisageable et le passé impossible à solliciter. Les parents se sont retrouvés ainsi incapables de discernement puisqu'ils étaient figés par l'état de sidération. En situation de choc traumatique, justement, la défense psychique consiste à se dissocier, c'est-à-dire que l'intensité de la réaction de stress entraîne une coupure émotionnelle, l'impossibilité de penser et de réfléchir, en plus de la paralysie physique. Et simultanément, ça c'est un point important, se créent des mémoires traumatiques qui contiennent tous les éléments liés au choc. Ça veut dire que tout est engrangé au niveau psychique. Il y a la mémoire de tout ce qui s'est passé, de tous les éléments, les émotions, les images, les sensations, les odeurs, les bruits, les voix. C'est vraiment engrammé. Ça, c'est important de l'avoir en tête. On va voir pourquoi, justement. Donc, on va examiner les conséquences de ce qui s'est passé sur les relations parents-enfants. Donc, nous étions en présence de parents dissociés qui se sont retrouvés infantilisés, déresponsabilisés, puisque, de manière volontaire ou non, ils ont délégué leur rôle de figure rassurante à une entité politico-sanitaire. Pris dans une dynamique d'obéissance, et eux-mêmes cherchant une réassurance, puisque personne ne savait ce qui s'est passé, donc chacun allait rechercher et chercher de l'assurance là où il pouvait. Donc ces parents, pris dans cette dynamique d'obéissance et en même temps dans la nécessité de chercher une réassurance, parce qu'ils étaient dissociés et donc manipulables, les parents sont devenus alors de manière perverse les bourreaux de leurs propres enfants. C'est ainsi que la dissonance cognitive s'est installée. Les parents ont été mis dans la situation de se voir en train de maltraiter leurs enfants sans pour autant le réaliser, parce que c'est une pensée insupportable et impensable. L'obéissance aux directives gouvernementales est devenue la règle, mettant les parents en situation de déléguer leur autorité à un pouvoir supérieur, quand bien même ce dernier faisait preuve de maltraitance, devenant eux-mêmes maltraitants à leur tour. La relation aux enfants
s'est inscrite ainsi dans une dynamique d'injonction paradoxale. Ça a été théorisé en psychologie comme la double contrainte, c'est-à-dire deux propositions contradictoires cohabitent et tenter de répondre à l'une, c'est désobéir à l'autre. Concrètement, les enfants se sont retrouvés maltraités par des parents chargés de les protéger, et cela a été redoublé par le système scolaire. C'est exactement la même dynamique des enfants abusés par ceux chargés de les aimer et de les protéger. Donc, on connaît les dégâts de ces injonctions paradoxales chez l'adulte depuis les recherches en psychopathologie sur la schizophrénie. Et mettre des enfants dans ces situations, c'est engendrer inévitablement des traumatismes psychiques. Malheureusement, le constat n'a pas tardé. Les pathologies infantiles sont en augmentation depuis, avec notamment l'apparition du suicide chez les enfants. Ça existait, mais pas à la fréquence où c'est arrivé subitement. C'est assez exceptionnel le suicide chez les enfants, mais là, ça atteint des proportions inimaginables. Il y a eu également des troubles du type phobie, insomnie, troubles obsessionnels compulsifs, ou troubles anxieux, avec une possibilité d'évolution à moyen et long terme vers des pathologies telles que la schizophrénie, la perversion et la paranoïa. C'est-à-dire qu'on a vu arriver des pathologies chez les enfants, là où habituellement on les voyait plutôt chez des adultes. Léa ne dort plus quasiment depuis 3 ans. Mon cerveau tourne à toute vitesse. J'ai plein d'images dans la tête. Je fais des cauchemars. C'est confus. C'est comme dans Apocalypse Zombie. C'est l'apocalypse et on doit survivre. Quand je me réveille, je vais voir si mon frère et ma sœur sont en vie. Je suis tout le temps sur mes gardes. Lorsqu'elle a pu retourner à l'école, parce qu'elle a été déscolarisée quasiment 1 an, donc elle est retournée à l'école il y a quelques semaines, et elle me dit, dans mon cartable, j'ai toujours de l'argent, de la nourriture et de l'eau, parce que le danger est partout. Au moment du port du masque, les enfants ont subi les injonctions paradoxales, du type « parler bâillonné »,« respirer bâillonné ». Là aussi, les conséquences ont été immédiatement perceptibles à travers les différents troubles touchant le langage, les apprentissages scolaires et la sphère émotionnelle par carence de stimulation. Simon avait 1 an au moment du premier confinement, en avril 2020. Il arrachait le masque des adultes. À 2 ans, il ne savait dire que 2 mots. Des séances d'orthophonie lui ont permis de rattraper ce retard. Nicolas, lui, faisait son entrée au CP. On devait mettre le masque. C'est maman qui les faisait. Je le mettais comme les copains. C'était dur parce qu'on ne pouvait pas respirer et ça tenait chaud. La formation de l'intelligence, au sens développemental, passe par l'intégration et l'assimilation de nouvelles connaissances. L'acquisition du langage, du vocabulaire, de la grammaire, permet la construction d'une représentation du monde et de se penser soi-même dans le monde. Ce temps de maturation nécessaire a été supplanté par celui de la présence ou de l'absence d'un agent pathogène, modifiant tout le rythme des enfants, altérant toutes les acquisitions, par absence de continuité. Se penser dans le monde est devenu impossible pour les enfants, soumis à une temporalité fractionnée, arbitraire, avec des parents dissociés et un système scolaire qui, sous couvert d'une politique sanitaire, est devenu un système autoritaire, ne pouvant plus assurer sa fonction éducative, je dirais d'instruction, et garante de la transmission et du développement des savoirs. L'image de soi et du schéma corporel ont également subi les effets délétères de ces carences langagières, sensorielles et relationnelles. Il en résulte aujourd'hui des troubles phobiques, anxieux et somatoformes chez les enfants. Lou est en grande section de maternelle au mois de juin 2020. Elle est retournée à l'école car ses parents sont soignants. Pour des raisons d'organisation, elle s'est retrouvée dans une autre classe avec d'autres élèves, une autre institutrice et un autre dortoir.
Elle pensait qu'on l'avait changée d'école et elle ne voulait plus y retourner. Chaque enfant était seul à sa table, séparé des autres par un tapis sur lequel il devait évoluer avec interdiction de toucher ses camarades. Lou a développé depuis des problèmes de peau et s'approche difficilement des enfants comme des adultes. Sabrina, elle, a fait une phobie scolaire qui a duré 1 an. Le premier confinement a été agréable. Tout le monde était pareil. On communiquait sur les réseaux sociaux. Mais ensuite, j'ai eu la pression d'aller à l'école. C'était anxiogène. Tout le monde ne parlait que de ça. Tout se rattachait à ça. Il fallait avoir les masques. On ne parlait que de ça. Je ne supportais plus de voir tout ce monde. J'avais des crises d'angoisse. J'étais mieux à la maison. Les directives de toutes sortes ont conduit à la mise en œuvre de la maltraitance sur les enfants, par la mise à mal systématique des éléments permettant leur structuration psychique. Nous savons que les premiers modèles identificatoires qui permettent le plus harmonieux développement s'appuient sur les premières relations aux parents. Quand je dis parents, c'est aussi figure parentale, les premières figures de réassurance et d'attachement. Nous voici donc avec des enfants dont les premiers étayages sont fragilisés par défaut de contenance et de structuration. Nous avons ensuite assisté à l'entrée à l'école et dans la société, dans son ensemble, aux directives à propos du genre et de la sexualité des enfants. Si nous reprenons le développement de l'enfant, la question du biologique est fondamentale, puisque le corps sexué, qui n'est pas la sexualité, assigne le genre. On est dans un sexe d'appartenance. On est de sexe féminin ou de sexe masculin. Dénier le biologique, c'est-à-dire dénier cet état de fait, c'est dénier la castration au sens symbolique, c'est-à-dire refuser en même temps la limite et le cadre dans lequel l'enfant peut se développer et s'épanouir. Parler de changement de sexe et aller jusqu'à le proposer parfois, alors que l'enfant en est au stade de la pensée magique, c'est-à-dire que tout est réalisable, c'est le confronter à un mensonge qui consisterait à lui faire croire que l'on peut changer le biologique, c'est-à-dire je peux changer de sexe d'appartenance, en passant sous silence la mutilation que ça représente, et en plus de le confronter à un traumatisme de l'ordre du sexuel. Pourquoi ? Parce que parler de sexualité à un enfant, c'est une projection de la sexualité adulte sur un enfant qui n'est pas mature, psychiquement et physiquement. C'est cela qui fait l'effraction traumatique. La sexualité infantile n'existe pas au sens où on voudrait le faire croire, car l'organe ne fait pas la fonction. Et ce faisant, on confronte un enfant qui en est au stade de la construction de son identité sexuée à la sexualité d'un adulte. La question se pose de fait lorsqu'un enfant, par exemple, demande un changement de sexe, par le biais du prénom, par exemple. Donc l'adulte, en acceptant ceci, nie l'assignation biologique de l'enfant, valide la possibilité de changer de sexe et légitime de surcroît le fantasme d'auto-engendrement par auto-nomination. Quel message est adressé à un enfant lorsqu'on entérine ce fantasme ? On lui assigne une place hors castration qui le met dans la toute-puissance, c'est-à-dire soit devenir l'égal d'un dieu ou aller jusqu'à la folie puisque la réalité est niée. Valider ce fantasme, c'est également sortir l'enfant de sa lignée généalogique. Nul besoin d'ancêtre, puisque l'enfant est à ce titre conçu et engendré par lui-même. De plus, le changement validé par la langue, tel le pronom yel par exemple, est bien systématique de la confusion dans laquelle les enfants sont plongés et maintenus, alors même qu'ils sont en plein apprentissage du langage. La confusion est aggravée d'autant plus lorsque les adultes, ayant eux une identité sexuelle établie,
se transvestissant, j'utilise à dessein ce mot, hein, on parle des drag queens là, qui vont raconter aux enfants des contes à l'école en leur disant que c'est très agréable d'être un monsieur, madame, hein, d'être voilà, dans une espèce dans une confusion sexuelle. C'est une effraction de plus opérée sur les enfants. La clinique nous enseigne qu'un développement harmonieux nécessite de se construire dans l'altérité, de s'inscrire dans une lignée et d'en accepter et partager les règles. Ceci permet de se structurer dans un dialogue permanent, parfois conflictuel, où l'adulte rassure et contient. C'est à cette condition que l'enfant peut se projeter dans l'avenir, parmi les siens et dans la société. Nous avons fait le constat suivant. Tout au long de la crise sanitaire, les directives gouvernementales ont provoqué la séparation des familles physiquement et psychiquement, empêchant ainsi ce rapport à l'altérité, l'autre devenant une menace mortelle. Aujourd'hui encore, les traces traumatiques persistent dans de nombreuses familles qui n'ont pas pu retrouver leur équilibre. Si l'on se remémore le sort fait aux personnes âgées, retenons que ce maillon relationnel important, lui aussi, a été exclu, puisque désormais les générations ne pouvaient plus cohabiter au risque de potentiellement mourir. Hein. Papy et mamie pouvaient aller manger leur part de bûche dans la cuisine. Lors de l'anniversaire de Simon, parce qu'il a soufflé les 2 bougies de son gâteau sans masque, le grand-père masqué n'a pas voulu manger le gâteau. Nous voyons qu'au même titre que le masque, la question du genre soulève elle aussi la problématique transgénérationnelle, puisqu'elle désarime les enfants de leur généalogie. Nous pouvons remarquer le même processus à l'œuvre, que ce soit dans la crise sanitaire ou la problématique de genre. Les enfants sont projetés dans une dimension où le temps n'existe pas, puisqu'il n'y a plus de passé, le présent est suspendu et l'avenir totalement absent, puisqu'on est dans un temps traumatique. C'est la conséquence première du trauma, et nous voyons comment les enfants sont maintenus dans cette problématique. Nous sommes face à une situation sociétale où potentiellement les enfants n'auraient pas d'identité physique, pas d'identité psychique et pas d'inscription dans une ascendance ni dans une descendance. Que nous apprennent ces enfants, que nous apprennent ces parents. Nous voyons comment chaque enfant et chaque parent a été maltraité durant tout ce temps. Ils nous racontent tous les effets traumatiques des confinements, des directives sanitaires et scolaires diverses sur leur psychisme et leur corps. Pourtant, des alternatives existent. Il s'agit de proposer de nouvelles identifications aux enfants. Chacun en a gardé l'empreinte psychique, émotionnelle et physique jusqu'à aujourd'hui, et l'on voit bien la nécessité de réparer ces traumatismes. La boussole qui nous oriente est celle de la clinique de la prise en charge du traumatisme, c'est-à-dire qui consiste à en soigner les séquelles. Elle nous enseigne qu'à partir de la réassurance, de la confiance dans la relation, une restauration psychique, émotionnelle et corporelle est possible. Cette possibilité permet à la personne traumatisée de retrouver ses potentialités et de retrouver sa dynamique existentielle. C'est dans une écoute attentive, bienveillante et rassurante que pourront émerger et se déployer les ressources des enfants. Rappelons une règle fondamentale pour autant. Un enfant est un enfant, un adulte est un adulte. Respecter les enfants, c'est leur permettre de s'inscrire dans le champ des possibles d'un enfant et non pas en l'affublant des fantasmes d'adultes. C'est en veillant à maintenir un environnement affectif sécurisant et stable que la sortie du trauma est possible. Léa nous dit ceci. « Je veux qu'on me respecte. Je veux que les adultes me respectent. Ils disent des choses mais ne les font pas eux-mêmes. » Elle a ainsi trouvé un intérêt particulier pour la Corée, sa nourriture, sa culture musicale. Ce sont des gens respectueux. Sécuriser les enfants,
Les respecter, c'est leur proposer des repères et des modèles identificatoires propres à leur stade développemental, avec une temporalité et une rythmicité propres. Ceci afin de ne pas les projeter dans des problématiques qui ne sont pas les leurs, au risque, nous le savons clairement aujourd'hui, de les traumatiser. Dimitri est en difficulté scolaire depuis 1 an. Je n'arrive pas à me concentrer. Je ne sais pas comment me comporter avec les autres. Je voudrais qu'on me laisse tranquille. Les enfants nous interrogent sur nos valeurs. Il est important d'y répondre, car c'est dans ce dialogue retrouvé que s'instaure et se développe la relation rassurante et structurante qui permettra à l'enfant de s'inscrire dans les principes philosophiques fondamentaux de ce qui fonde notre condition humaine. Ce dialogue va être absolument crucial. Lorsque des mémoires traumatiques surgiront, l'adulte devra rassurer, protéger, accueillir et mettre du sens dans ce que l'enfant exprimera sur ce qui lui est arrivé. Le dialogue intérieur se fait parfois avec Dieu, lorsque les enfants aspirent à trouver des réponses ou en tout cas à poser leurs questions. Ils en appellent à la transcendance, à la spiritualité, parfois à d'autres cultures, on l'a vu, afin de trouver des réponses à leurs questions existentielles. Sabrina explique. Je me suis intéressée à la spiritualité. J'ai lu la Bible, le Coran. Je parlais à Dieu tous les jours. J'ai aussi découvert des styles de musique, des groupes qui avaient le même âge que moi. C'est tout ça qui m'a aidée à retourner à l'école. Notre responsabilité d'adulte et de parents est bien convoquée dans toutes ces dimensions. Il s'agit, que ce soit dans les familles, à l'école ou dans la société plus largement, de réintroduire les références dont les enfants ont besoin pour s'inscrire dans ce qui fera le lien social. Léa et Sabrina nous le disent, elles veulent être comme les autres. Il s'agit également de réhabiliter la langue comme premier outil relationnel, de lui redonner sa richesse. Celle-ci a été incroyablement mise à mal, l'amenant même à produire de la confusion. Il est plus qu'urgent de réintroduire des références intellectuelles, littéraires, artistiques, culturelles et spirituelles, sur lesquelles l'enfant pourra s'appuyer pour se construire à lui-même, aux autres, et ainsi constituer sa propre vision du monde. À l'ère du métaverse, qui voudrait nous propulser dans une dimension où le corps, le temps, le langage seraient anéantis, ces enfants nous rappellent notre incarnation, notre condition humaine dans sa richesse, sa complexité et sa finitude. Protéger les enfants nécessite pour les parents d'assumer leur autorité, au risque de perdre un pseudo-confort qui les exonère de toute responsabilité. Être parent, c'est accepter la dimension de sacrifice et de perte inhérente à cette fonction parentale, justement. C'est ainsi que des parents se sont positionnés, en réaffirmant leur autorité, afin de prodiguer à leur enfant amour et protection. Des parents ont pris des décisions pour leur enfant. Ils se sont fait confiance. Ils ont écouté leur éthique parentale. Même pris dans le conflit de loyauté entre la désobéissance à l'institution, à leurs propres parents et leurs enfants, ils se sont positionnés au bénéfice de leurs enfants. Maud dira ainsi : « Mes parents et beaux-parents ne veulent plus voir mes enfants depuis le masque. Les relations avec eux sont devenues difficiles ou agressives. Nous avons décidé de partir à l'étranger. Je ne veux pas que mes enfants souffrent. La décision est difficile à prendre, mais mes enfants passent avant tout. » Cette situation concerne la société dans son ensemble. Nous ne pouvons en effet nous dégager de notre responsabilité à l'égard des générations futures. Nous devons soutenir, quoi qu'il en soit et quoi qu'il en coûte, la cause des enfants en leur donnant amour, protection, bienveillance, éducation et respect. Merci. Alors merci beaucoup Karina, je trouve tellement important que nous terminions cette journée finalement avec ces 2 interventions qui nous ramènent dans le réel des témoignages de victimes. Et l'émotion de Karina est très
très importante aussi pour tous nous réhumaniser, c'est-à-dire que, si j'ai bien compris l'enseignement de Cécile, nous nous resocialisons là ensemble, et c'est donc, j'ai bien compris. Et en t'écoutant, Karina, j'ai pensé à un terme qui était que nous étions en train de subir une fabrication de guerre des générations. Et donc, ça me paraît effectivement, bon, de toute façon, extrêmement grave, hein, ça vous le savez, ce que nous vivons, mais cette guerre des générations, voilà, c'est très... D'ailleurs, la psychologue que je suis, elle repère ce qui se passe en elle. Et en fait, je me suis rendu compte que quand j'écrivais ce texte, j'avais une image qui m'est venue. Donc, j'avais 8 ans. Donc, j'étais en Algérie et j'étais assise sur le tapis avec ma grand-mère maternelle qui était en train de carder la laine et qui m'a appris à filer la laine dans son rouet. Et c'est vraiment la question du lien qui m'est venue à ce moment-là. On est vraiment dans le lien générationnel et c'est important de ne pas couper ce lien et de ne laisser personne couper ce lien parce que la transmission, elle est à ce prix-là et elle est vitale et cruciale en ce moment. Absolument. Merci Karina, merci. Alors, questions, remarques, interventions qui... Oui, non, mais c'était très fort et très nécessaire hein, de terminer la journée. Il y a une main là-bas. Alors, je vais ramener le micro. Et puis après, on essaiera de continuer avec Virginie. Moi, ma question, c'est par rapport aux parents qui ont été les bourreaux de leurs enfants parce qu'ils étaient sous l'effet de la dissociation. Une fois que la dissociation sera passée, ils seront dans la mémoire traumatique qui va être réveillée par des stimuli, des images, n'importe quoi, qui va leur rappeler qu'ils ont été les bourreaux de leurs enfants. Est-ce que ces parents, eux-mêmes, vont avoir un comportement traumatique après? Est-ce qu'ils vont avoir des séquelles psychologiques ou est-ce qu'ils vont être obligés de se remettre dans la dissociation pour oublier ce qu'ils ont fait à leurs enfants? J'ai envie de vous dire, hein, quand on sort de la dissociation, on n'y retourne plus. Hein, ça, c'est la thérapeute EMDR qui vous le dit. Ça devient, c'est pour ça que je parlais de mémoire traumatique. Quand on relie les mémoires traumatiques entre elles, ça devient un souvenir à partir duquel on peut parler. C'est pour ça que le dialogue est important. Hein. Et je parle souvent de compassion, c'est-à-dire que ces parents vont souffrir de voir ce qu'ils ont, de se rendre compte de ce qu'ils ont fait. Donc c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il faudra redialoguer et réinstaurer en permanence le dialogue sur ce qui s'est passé. C'est pour ça que malgré, hein, on a tous traversé ça, une impulsion à être en colère, à être furieux envers les parents qui ont maltraité leurs enfants, mais il faudrait vraiment être dans le dialogue, dans la compassion et rassurer ces parents de ce qu'ils ont fait. Hein. C'est paradoxal à dire, hein, mais ils ont été bourreaux malgré eux parce qu'ils ont été complètement manipulés. Ça, c'est OK pour ces parents-là, ceux qui vraiment, sincèrement, regrettent, vont finir par le regretter. Maintenant, qu'en est-il des parents où ils savaient que ce qu'ils faisaient n'était pas bon et qui continuent dans le déni? Tout le monde n'était pas traumatisé. Il y a des parents qui ont obéi à l'autorité parce qu'ils ne dérogeront pas à cette règle-là. Hein. Il n'y a pas de... chaque parent va faire en fonction de ses propres croyances aussi. Si déni, ils sont déjà... c'est un degré, c'est justement, ils veulent pas... c'est le risque de repartir dans la dissociation à ce moment-là, vous voyez ? Oui. En fait, il y a trois situations. Des parents qui sont convaincus de ce qu'ils ont fait, ils dérangeront jamais. Hein, une obéissance assidue, intangible. Hein, ils ont fait ce qu'on leur a dit et c'est bien, ils dérangeront jamais de ça. Il y a des parents qui, eux, sont traumatisés, donc qui sont dissociés. Quand on aura travaillé ça, quand ce sera devenu un souvenir, il faudra réinstaurer le dialogue, parler sur ce qui s'est passé pour que ça fasse enseignement et qu'eux-mêmes puissent être à nouveau dans une situation parentale rassurante auprès de leurs enfants. Et puis, il y a des personnes qui vont rester dans la dissociation parce que c'est trop compliqué, c'est trop douloureux. Ouais. Ouais. Et c'est pour ça que je crois que c'est vraiment important de réaliser ça. Moi, au fur et à mesure que les choses sont arrivées, c'est fait sciemment. On ne peut pas avoir ce genre de situation à ce point-là. Il y a tous les mécanismes de la manipulation qui sont là. Moi, je voudrais parler, parce que vous avez parlé de dissociation,
Mais alors, j'écoute ce qu'a dit Cécile, madame, et en fait, j'ai l'impression, là, j'ai une intuition, je me dis, en fait, il y a une dissociation avec les parents, parce qu'ils devenaient bourreaux, mais après, on rajoute encore des protocoles supplémentaires. Donc, effectivement, pour sortir de ce trouble dissociatif, je ne sais pas si c'est pour les termes, et ben en fait, on ramène encore un autre traumatisme pour dissocier encore la personnalité. Et ça, je voudrais savoir si vous en parliez. C'est intéressant d'en parler. Si vous voulez, le mécanisme initial, c'est la peur. Il faut toujours qu'il y ait la peur pour que la dissociation soit maintenue. Et donc, ce qui est important, et c'est pour ça que je dis que c'est pas anodin ce qui s'est passé et que c'est une vraie continuité. Il y a un dessin derrière. C'est pour ça que je parle de politique sanitaire. Moi, je suis psychologue clinicienne, c'est pas du tout mon domaine. Mais et puis, c'est le fait de travailler le trauma. Je travaille avec des gens qui ont été traumatisés, abusés, enfin des choses très violentes, très graves. Quand on voit que les mécanismes qui ont été mis en place sciemment opèrent de la même manière, ont opéré et continuent d'opérer de la même manière, c'est pas terminé. Donc à chaque fois, le mécanisme, c'est quoi? C'est peur, choc traumatique, sidération, dissociation. Et qu'est-ce qu'on fait de quelqu'un qui est dissocié? On lui fait faire ce qu'on veut. Donc les protocoles, c'est au même titre que l'autorité, c'est sécurisant un protocole. Il n'y a pas besoin de réfléchir, comme disait Cécile. On n'a pas besoin de réfléchir, c'est du prêt à penser. Et c'est en ça qu'effectivement, il faut être très très vigilant. Alors, parce que c'est Gérard, on a une exception. Non, moi, je veux simplement dire à tous, n'ayez plus peur. On l'a dit tout de suite. Au bout d'un mois, on a dit, n'ayez pas peur, c'est qu'une grippe. Eh bien là, actuellement, n'ayez pas peur du réchauffement climatique. N'ayez pas peur de toutes les conneries qu'ils veulent nous imposer. On est beaucoup plus nombreux qu'eux, on les vaincra. Hein. Alors, maintenant... On les vaincra par le discours relativement gentil avec les bourreaux d'enfants, car je rappelle que les nazis dans les camps, ils disaient « c'est pas de ma faute, j'ai obéi aux ordres ». C'était quand même des bourreaux. Il ne s'agit pas de nier les choses, il s'agit de comprendre le mécanisme. Et il y a méchant avec eux pour essayer de les ramener du côté ensoleillé des choses. Mais en tout cas, on avance. On avance. Alors, je donne la parole, comme promis, à Virginie Daro-Recchia pour les perspectives. Voilà. On va essayer. Oui, alors, à la fin de cette journée, on se rend compte quand même que l'élément intentionnel que l'on recherche toujours en droit criminel, en droit pénal, est quand même établi. Voilà, on a fait point par point toutes les souffrances et les traumatismes qu'ont subis les enfants, et on ne le dira jamais assez. Et puis, comme on dit toujours, pour ne pas recommencer les erreurs, voilà, il faut établir les éléments de l'histoire. J'espère sincèrement qu'on ne reviendra pas à ce genre de mesures. Alors, vous allez voir qu'il y a un lien, en fait, et on ne l'a pas fait exprès, mais il y a un lien entre cette intervention et la mienne. Vous allez comprendre très vite. Donc, Ariane Bilran, dans son livre, a dit « Il faut bien comprendre que si l'enfant n'est pas la propriété de ses parents, il n'est surtout pas, car c'est pire, la propriété de l'État, dont il devrait subir les idéologies. Les États totalitaires se sont toujours appropriés les enfants en les arrachant à leur famille. Car l'enfant n'est la propriété de personne. En revanche, il doit être mis sous protection par tous, famille comme État. La prévention des risques et la protection des mineurs n'a rien à voir avec une éducation sexuelle de l'enfant ou son exposition à la sexualité adulte. Enfin, on peut comprendre que c'est pour l'intégralité des mesures que les enfants ne sont pas la propriété de l'État. Alors, concernant les solutions, en particulier pour cette histoire des droits sexuels, parce que je suis intervenue sur les autres points déjà, mais je voudrais rappeler aux parents, et je vais peut-être retrouver ce que j'avais écrit, en défense de l'autorité parentale, parce que c'est là qu'il va falloir axer la défense. Je me répète. La Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, dit ceci, article 1er, au sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans.
Point 2. Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. En 5, article 5, les États parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente convention. Donc on voit déjà que la convention relative aux droits de l'enfant, qui est donc convention internationale, qui est au-dessus des règlements et au-dessus des lois françaises, privilégie les droits des parents. C'est pas ce que l'on constate aujourd'hui. On a également nos articles du Code civil qu'il faut rappeler. Je l'ai dit ce matin, mais je vais le redire. L'article 371.1 du Code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'article 372 vous dit « Les pères et mères exercent en commun l'autorité parentale ». Ça, c'est pour la petite histoire des vaccinations qui ont été faites par un seul des parents. C'était complètement illégal. Et il y a eu beaucoup de conflits au sein des familles, déconstruites ou reconstruites, bref, à cause de ça. Donc, vous voyez que, bon, dans un régime tel que l'on vit, que celui qu'on vit actuellement, les lois sont un petit peu mises de côté. Donc, ça, c'est la partie générale. Donc, j'en viens, en fait, à mon idée de garde-fou qui provient d'un enseignement de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, Kjeldsen, Bøtt-Madsen et Pedersen contre Danemark, du 7 décembre 1976. Au Danemark, l'éducation sexuelle a été mise en place dès 1945 dans les écoles publiques, mais ça n'a pas été rendu obligatoire. Cela l'a été en 1970. L'enseignement, dit la Cour, doit être dispensé avec tact pour ne pas choquer ou effrayer l'enfant. Il doit respecter le droit de chaque enfant à continuer d'adhérer aux conceptions qu'il s'est lui-même forgées. Bon, là, en l'occurrence, il ne s'est pas du tout forgé de conception. Il est interdit d'informer les écoliers des techniques de copulation, pas d'expressions vulgaires ni de photos érotiques. Ça, c'était dans le cadre de la loi danoise. Des parents ont néanmoins porté plainte devant la Cour au motif de la violation du protocole numéro 1, article 2 additionnel à la CEDH, qui dit, et ça c'est très très important, l'État, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. Alors je propose que les parents se servent de ce bouclier. On parle bien de convictions religieuses et philosophiques. Donc, ce qui signifie que la Cour européenne des droits de l'homme et donc la Convention européenne des droits de l'homme en son protocole numéro 1 attache de l'importance à ces convictions et que l'État ne doit pas y faire obstacle. C'est en s'acquittant d'un devoir naturel envers leurs enfants dont il leur incombe en priorité d'assurer l'éducation et l'enseignement que les parents peuvent exiger de l'État le respect de leurs convictions religieuses et philosophiques. À cela s'ajoutent les articles 8, 9 et 10 de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire le respect de la vie privée et familiale, dont on a parlé tout à l'heure, qui vient en opposition finalement dans cette histoire avec le droit à la santé à outrance, qui n'en est pas de toute façon, puisqu'on voit que les enfants sont brisés. Liberté de pensée, de conscience et de religion, et la liberté de recevoir et de communiquer des idées ou des informations. On va plus loin, on dit que le protocole additionnel numéro 1, article 2, interdit en outre de poursuivre un but d'endoctrinement qui puisse être considéré comme ne respectant pas les convictions religieuses et philosophiques des parents.
Là se place en réalité la limite à ne pas dépasser. Là, je crois qu'on est en train de la dépasser. Donc, il est temps de faire valoir nos droits. Parce que l'argument récurrent est celui de vérifier que cette éducation ne peut pas être inculquée par d'autres biais. Il s'agit de la sempiternelle remarque sur l'obtention de l'information par les réseaux sociaux et Internet. C'est vrai on entend ça. Il vaut mieux les éduquer à la sexualité à l'école parce qu'ils tombent sur sacrée image sur Internet. Mais enfin bon, à 3 ans, je ne sais pas si des parents laissent des enfants regarder des... Je sais pas, dans quelle famille cela se passe. Je ne sais pas, mais... pas dans les familles normales, si on peut parler de normalité. L'État tenterait donc d'alerter les enfants sur les naissances hors mariage, les avortements et les maladies vénériennes. Dans les faits, il n'y a aucune utilité, car cela ne correspond pas aux préoccupations des enfants ni à leur maturation. Donc, comme je disais ce matin, nous rappelons que le taux d'avortement en France est moins élevé que celui de la Suède et quasi équivalent à celui du Danemark sans éducation sexuelle. Quasiment, je veux dire. Ça reste quand même l'exception encore aujourd'hui. En l'espèce, en 1976, la Cour indique qu'il ne s'agit pas d'exalter le sexe, ni à inciter les élèves à se livrer précocement à des pratiques dangereuses pour leur équilibre, leur santé ou leur avenir, ou répréhensibles aux yeux de beaucoup de parents. Bon, c'était 1976, mais c'est une jurisprudence qui reste néanmoins à prendre en compte pour pouvoir combattre ce qui est en train de se passer. En 2023, c'est bien de cela dont il s'agit au regard des standards pour l'éducation sexuelle en Europe, des déclarations et rapports prônant l'éducation sexuelle complète, la sexualité des enfants en fonction de leurs capacités évolutives, de la dépénalisation de la prostitution des enfants. Oui, il y a un rapport de l'ONU qui vient de sortir sur la dépénalisation de la prostitution des enfants. Donc on en est quand même à un stade où c'est plus possible. Il s'agit bien d'endoctrinement lorsque l'on constate les nouvelles affirmations sur le changement de comportement, la masculinité, les spectacles de travestis dans les écoles et pour les enfants de 3 ans. Oui, parce que il faut quand même que les parents s'interrogent sur le pourquoi ces spectacles bourgeonnent partout sur le territoire actuellement, que ça provient des États-Unis. Souvent, les endoctrinements et idéologies nauséabondes en matière de santé. Je voudrais vous dire qu'aux États-Unis, d'autres choses bourgeonnent actuellement. C'était les sex shops pour les enfants de 0 à 5 ans. Alors, si on ne veut pas que ça fleurisse chez nous, il vaut mieux se lever tout de suite. Il est également intéressant de prendre connaissance de l'opinion séparée de monsieur le juge Verdross. Vous savez, quand dans les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, quand un des magistrats n'est pas d'accord avec la décision finale, c'est indiqué à la fin. Les informations objectives sur la pratique sexuelle données trop tôt dans une école peuvent violer les convictions chrétiennes des parents. Bon, j'ajoute ou philosophiques. Ceux-ci sont dès lors en droit de s'y opposer. La notion d'endoctrinement seule serait trop restrictive. Donc moi, je dis qu'au minimum, on devrait être en droit d'être prévenu de l'introduction de ces cours et de retirer les enfants de l'école. Il y a une proposition qui a été faite en ce sens dans un des États, je ne veux pas dire de bêtises, américains, et c'est passé. Bon, le mieux, ce serait que ça soit supprimé. C'est peut-être la Floride. Non, voilà. Voilà. Et ça va bientôt passer au Texas. Voilà. Donc, il y a quand même des possibilités. Voilà. Alors. En Hongrie et en URSS, c'est totalement interdit. La propagande, il faut le dire quand même, la propagande sexuelle à l'école. Pardon. Oh, je parle assez fort peut-être. La propagande sexuelle à l'école est interdite effectivement actuellement en Floride et bientôt au Texas. Et dans au moins 7 ou 8 États des États-Unis, en général républicains. Elle est également interdite en Hongrie et en URSS. Donc en Russie. En Russie. Donc il ne faut pas dire que nos demandes sont totalement aberrantes. Non, ce serait le minimum. Ce serait le minimum. J'espère que des magistrats et des parlementaires écouteront ce qu'on vient de dire tout le long de la journée parce que c'est extrêmement important. Je rappelle aux parents aussi, mais je ne suis pas en train de faire la leçon, mais c'est vraiment des éléments pour que vous puissiez vous défendre.
il y a un délit d'abandon moral de l'enfant qui existe dans le code pénal français, c'est l'article 227-17. Le fait de se soustraire sans motif légitime à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de l'enfant. C'est le fait par le père ou la mère de se soustraire sans motif légitime à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur, puni de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Je fais une aparté sur le fait qu'on nous raconte aujourd'hui que 2 mineurs peuvent avoir des rapports sexuels, que tout est libre. Eh bien, ça porte atteinte à l'autorité parentale, il faut le savoir, et que donc il y a possibilité de soustraction de mineurs par un tiers. Article 227.8 du Code pénal. Donc il y a vraiment beaucoup de n'importe quoi quand même sur les réseaux et même sur les sites de l'État. C'est ce que dit Ariane dans son livre. Donc, les relations sexuelles entre mineurs, non, ça n'est pas. Ça viole l'autorité parentale. Il faut le savoir. Je voudrais terminer parce que je pense qu'il faudrait axer sur notre défense sur cette idée. Vous rappelez déjà de faire jaillir la spiritualité, la sagesse. Voilà, revenir à ses racines, mais également en droit revendiquer ses convictions, tant religieuses que philosophiques. Même si vous ne les avez pas, il est le temps d'en avoir. Je voudrais vous lire un extrait. Si tu veux bien, je vais passer. Le reste sera dans des extraits choisis de l'ouvrage intitulé « Viol d'ange, pédophilie, un magistrat contre la loi du silence » de Martine Bouillon, qui date de 1997. Bien rappelé, 1997. Je souhaite le rappeler là parce que, en lire des extraits parce qu'il n'est plus édité. Et qu'on le trouve nulle part. Bon, j'ai réussi à le trouver, mais avec difficulté. Et donc, je vais vous lire, et vous allez voir qu'en an 2023, cette personne a été menacée de mort pour avoir écrit ce livre. C'est le magistrat qui est intervenu dans l'émission d'Élise Lucet, celle qu'elle conteste aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous passe, parce que sinon, je vais en avoir pour une demi-heure et Ariane ne va pas être contente. Voilà, je vais vous lire si vous le voulez bien. Les campagnes de prévention où l'on enseigne qu'il faut apprendre à l'enfant à dire non, à résister à l'adulte, relèvent en réalité du langage du pédophile, car on retourne ici les situations. Le langage de la justice consiste à remettre chacun à sa place. L'enfant n'a pas de responsabilité. Par définition, il n'est pas responsable de lui-même. On peut lui faire accomplir ou dire tout ce qu'on veut. Il n'a aucune notion du danger réel. L'adulte est forcément toujours le coupable. Les pédocriminels ne peuvent même plus imaginer la bassesse de leurs crimes car ils se sont réappropriés l'innocence de l'enfant à leur profit. Le plus douloureux est alors l'attitude de la victime car l'enfant est naturellement toujours le protecteur de l'adulte. L'enfant est pur, il ne peut pas accepter les impuretés de ses parents, il ne peut pas sortir d'une source impure, préfère immédiatement rejeter la responsabilité et la faute sur lui-même. Ça, je vous avoue que c'est, à titre personnel, c'est quelque chose de très émouvant parce que quand on se dit qu'un enfant est prêt à se sacrifier pour un adulte, il faudrait peut-être que les adultes apprennent à sacrifier pour les enfants aussi. L'adulte, ne faisant pas son travail, ne remplissant pas son rôle, l'enfant le joue à sa place, il se sacrifie. Les pédocriminels utilisent cette tendance naturelle. Je ne peux pas en vouloir à mon père ou à ma mère parce qu'ils sont irréprochables. Donc, je ne peux que me détruire. L'enfant innocent ne réalise pas tout ce qui se passe. Il n'a ni les mots, ni la force, ni la puissance psychique nécessaire pour pouvoir répondre à son agresseur. Il n'y a pas d'enfants pervers. Il n'y a que des enfants qui ont été pervertis par d'autres, principalement par des adultes. Vous voyez qu'on rejoint ce qu'ont dit les experts tout au long de la journée. Alors, lors d'une conférence à Stockholm, cet auteur, ce magistrat, a appuyé qu'il fallait considérer juridiquement la pédophilie comme un crime contre l'humain. La personne la plus sacrée au monde doit être l'enfant. Il est l'avenir de l'humanité. Le projet de loi sur le crime contre l'humain présenté entendait transformer la pédophilie en crime des crimes,
imprescriptible, partout poursuivi, toutes les nations auraient été obligées de livrer les pédocriminels, que la honte change de camp, que chacun prenne conscience du fléau et commence à élever ses enfants dans la dignité et le respect qui leur sont dus. Si tout un chacun respecte l'autre et que la société peut repartir sur des bases saines, les abus diminueront. Si on continue comme aujourd'hui, un jour prochain, on se réveillera dans le monde de Sodome et Gomorrhe ou dans l'enfer de Dante. Avant de parler des solutions, il faudrait certainement essayer de faire de la prévention, alerter sans relâche l'opinion publique. De grâce, pas les enfants, mais plutôt les parents, les enseignants, les pédophiles. Et proclamer haut et fort que la pédophilie est un acte d'une extrême gravité. Il est urgent de faire comprendre à tous ceux que le phénomène concerne qu'on ne pourra pas défendre une œuvre, aussi bien exposée soit-elle, dont l'argument de vente sera l'amour d'un enfant pour un adulte ou le contraire, de façon à ce qu'on ne puisse plus faire l'apologie de la pédophilie sous n'importe quelle forme. Voilà. Même sous forme de tableau. Je rappelle en fait que la loi sur la liberté de la presse, article 23 et article 24, interdit de faire l'apologie des agressions sexuelles et que donc la ministre de la Culture a tenu des propos qui n'étaient pas conformes au droit et même répréhensibles pénalement. Et il en est de même du président de la République qui a dit que c'était conforme à nos valeurs. Oui, pas les nôtres. Alors, en matière de pédophilie, il n'y a pas d'activité sexuelle ou érotique possible avec les enfants et il ne peut y en avoir. C'est un principe de base. Le rapport sexuel avec un enfant est un interdit majeur au même titre que l'inceste. Même interdit pour l'utilisation de l'image de l'enfant à des fins sexuelles à bannir radicalement. Entreprendre une revalorisation de la dignité humaine de la personne. L'enfant est ce qu'il y a de plus sacré en l'être humain. Il faut choisir l'enfant et ne le sacrifier systématiquement sur l'autel de l'adulte en proie à ses pulsions. Le magistrat, est le représentant naturel des libertés individuelles et il en est le garant. Personne plus que lui ne doit lutter pied à pied contre la pédophilie. Le juge régule les comportements sociaux, comme le médecin les comportements physiques et le prêtre les comportements spirituels, personnages clés de l'édifice social. Quand on dit prêtre, vous avez compris que tout type de représentants des religions. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à ces histoires transfrontalières entre les transgressions divines, mentales et sociales, purement physiques. Chacun se décharge sur l'autre de ses responsabilités. Nos sociétés sont arrivées à un tel point de décadence que si elles ne réagissent pas tout de suite, elles ne se relèveront jamais. En cette fin de siècle, tout le monde fabrique des petits pédophiles. Nous fabriquons des enfants qui seront complètement déstructurés, détruits, sans aucun repère. C'est de la démence complète. Un enfant impubère, je le répète, est un enfant asexué. On ne peut donc pas chercher le sexe chez lui qui n'en a pas. Si on s'acharne à le faire, c'est que plus personne n'a de place dans cette société. Les femmes jouent un rôle d'homme, les enfants jouent un rôle de femme, mais personne ne sait jusqu'où les premières peuvent être virilisées et les seconds être considérées comme tendres et maternelles. Non. Plus personne ne possède sa propre définition de ce qu'est la maternité, la paternité et du rôle à jouer d'un côté ou de l'autre. Peut-être va-t-on vers une nouvelle redéfinition de l'homme et de la femme dans un contexte de complémentarité et de non-lutte. Voilà. Je voulais lire ces passages qui datent de 1997 et aujourd'hui, je pense que son constat est le même et qu'il est vraiment temps que l'on s'occupe de se responsabiliser en tant qu'adulte, de s'instruire auprès des experts et de laisser les enfants tranquilles. Voilà, merci. Alors, je regarde l'heure, il est vraiment temps que nous rendions la salle. Je suis désolée, j'aimerais vraiment étendre le temps, mais c'est compliqué parce il y a un horaire à respecter que nous avons déjà complètement débordé. Donc, je voudrais simplement, après évidemment, on pourra discuter en dehors, mais remercier en fait vous tous d'être venus.
nous écouter, remercier tous les intervenants, remercier la Ligue, remercier la technique, enfin voilà, tous ceux grâce auxquels cette rencontre a pu être possible. Je pense que ces rencontres sont très importantes. Ce n'est pas parce que nous dérangeons que nous ne devons pas les faire. Au contraire, je pense que c'est parce que nous dérangeons que nous devons les faire. Et que nous devons chacun, effectivement, être ce grain de sable spontané avec notre nature, notre tempérament et qui nous sommes et ce que nous avons envie de faire pour mettre un peu le désordre de façon à ramener un autre type d'ordre fondamental, hein, celui du vivant et de l'humanité dans ce contexte. Donc je crois que le mot de la fin, c'est effectivement le travail de mémoire, le travail d'information, la recherche de vérité, la nécessité de faire preuve de courage. Encore une fois, ce n'est pas d'abord trouver un groupe pour ensuite avoir du courage. Non, c'est d'abord avoir un courage individuel et ensuite on trouvera son groupe. C'est comme ça que ça marche, c'est dans ce sens-là. Donc, je vous remercie encore. Vraiment, un immense merci du fond du cœur. Merci à tous et à bientôt.